Tout le monde sait que Vanuatu est l'un des pays les plus heureux du monde. Mais saviez-vous qu'en arrière-plan de ce titre se cache la vie de milliers de personnes vivant dans la pauvreté, sans électricité ni Internet, et que de nombreux villages sont presque coupés du monde. De plus, certaines filles doivent encore subir le rituel de tatouage avec des dents de requin pour être reconnues par la communauté. Alors que se cache-t-il réellement derrière cette image de paradis au milieu du Pacifique? Découvrons Vanuatu ensemble. Numéro 1. La vie sans électricité, sans Internet. Si un jour vous vous réveillez à Vanuatu, il est très probable que la première chose qui vous surprenne ne soit pas la mer bleue ou les palmiers tropicaux, mais plutôt le fait que vous ne trouverez presque aucun signe de la vie moderne. Sur de nombreuses îles éloignées, l'électricité n'apparaît que pendant de très courtes périodes. Internet reste un luxe et les supermarchés ou les magasins de proximité sont presque inexistants. Depuis des siècles, les habitants ont appris à transformer la forêt et l'océan en leur maison-cuisine, magasins et même réserves. Au lieu d'acheter des briques, du ciment ou des tôles, les gens s'enfoncent directement dans la forêt, coupent de petites branches, enlèvent les feuilles et les enfoncent dans le sol pour construire une structure. De larges feuilles de palmier sont tressées ensemble pour former des murs et empilées en plusieurs couches sur le toit. Même les ustensiles de maison sont rarement achetés en magasin. Les feuilles de palmier et de cocotier sont tressées en tapis pour dormir, en panier pour ranger des objets ou en corbeilles utilisées au quotidien. Des feuilles fraîches sont pliées et tressées sur place pour faire des assiettes et des branches servent de baguettes. Il n'y a même pas de cuisinière à gaz ou d'allume-feu ici. Ils frottent souvent des morceaux de bois l'un contre l'autre jusqu'à ce que de la fumée apparaisse, ajoutent des feuilles sèches et soufflent pour créer le feu. La nourriture quotidienne provient de la chasse. Les hommes emportent des arcs et des flèches faits maison dans la forêt ou se dirigent vers les eaux côtières pour pêcher. Les fibres des feuilles de palmier finement coupées peuvent être transformées en cordes pour attraper des crevettes. Des branches flexibles des lianes et un peu de noix de coco mûre peuvent devenir un piège pour les crabes de cocotier. Sans électricité, il n'y a pas de réfrigérateur non plus. Ils conservent les aliments en plaçant des légumes dans de grandes casseroles et en les gardant dans un endroit frais pour éviter qu'ils ne flétrissent pendant quelques jours. Quant à la viande, ils la suspendent au-dessus du feu de bois pour que la fumée et la chaleur sèchent lentement la surface, permettant une conservation plus longue. Il n'y a pas non plus d'eau potable ici. La source d'eau provient principalement des pentes des montagnes ou des pluies. L'eau naturelle est acheminée par de simples tuyaux vers un réservoir commun dans le village. Autour des maisons, des seaux et des bassins peuvent également être placés pour recueillir chaque goutte de pluie. Lorsque le soleil se couche, la campagne de Vanuatu plonge dans l'obscurité et le silence, révélant un ciel étoilé scintillant. Pour avoir un peu de lumière, ils utilisent de petites lampes LED rechargées par des panneaux solaires pendant la journée. Bien que la vie des habitants ici soit si difficile, Vanuatu est l'un des pays les plus heureux du monde. Oui, vous ne rêvez pas. Mais, avant de continuer, laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Nous voulons savoir jusqu'où cette vidéo a voyagé. Numéro 2. Le pays le plus heureux du monde. Cette petite île au milieu du Pacifique a été en tête du classement de l'Happy Planet Index en 2006. En mai 2024, elle a de nouveau atteint la première place, surpassant plus de 150 pays et territoires. Mais comment un pays encore confronté à de nombreuses difficultés peut-il être si heureux? Il n'y a pas de centres commerciaux gigantesques, pas de quartiers résidentiels modernes. Dans de nombreux endroits, l'électricité est encore instable, et l'eau potable fait souvent défaut. Peut-être que la réponse réside dans le fait que l'argent ne domine pas toute la vie. Dans de nombreux pays, une journée commence par un réveil, des embouteillages, du travail et des factures à payer. Mais dans de nombreux villages de Vanuatu, les habitants sortent simplement dans leur jardin pour s'occuper des ignames, cueillir des bananes, prendre des noix de coco, pêcher ou faire tout ce dont leur famille a besoin. Une fois qu'ils ont suffisamment, ils n'ont pas nécessairement besoin de travailler davantage, juste pour accumuler plus. Le reste de leur temps est consacré à la famille, à la mer, aux conversations à l'ombre des arbres ou simplement à regarder les enfants jouer dans la cour. Même la notion de richesse est très différente. Une personne respectée ne l'est pas nécessairement parce qu'elle a le plus d'argent, mais parce qu'elle possède un troupeau de cochons précieux, des réserves d'ignames, des nattes tissées avec soin et surtout ceux qu'elle apporte à la communauté. Même le système fiscal est distinct.
Vanuatu n'applique pas d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions ou d'impôt sur les plus-values. Après avoir obtenu son indépendance en 1980, la terre a également été étroitement liée aux autochtones. Les étrangers ne peuvent généralement que louer à long terme plutôt que d'acheter. Cela aide de nombreuses familles à réduire la pression d'accumuler des biens à tout prix. La vie ici semble aussi plus lente et paisible que dans le reste du monde. Les hommes du village se rassemblent au Nakamal, boivent du kava, discutent ou simplement s'assoient tranquillement après une journée de travail. Pas d'écran de téléphone, pas de klaxon de voiture. Personne n'est pressé pour un rendez-vous suivant. Mais au cœur de cette vie paisible se trouve une paradoxe. La nature à Vanuatu n'est jamais douce. Cette île est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où les tremblements de terre, les volcans et les tempêtes tropicales se produisent fréquemment. En quelques heures, une tempête peut emporter un toit et les fruits de plusieurs années de travail. Mais au lieu d'essayer de contrôler la nature, les Vanuatus apprennent à vivre avec elle. Ils comprennent que la maison peut devoir être reconstruite. Le jardin peut devoir être replanté. La vie peut devoir recommencer. Ainsi, après chaque tempête, certains nettoient les débris. D'autres réparent les toits, et d'autres encore ramassent ce qui peut encore être utilisé. Puis le jardin redevient vert. La maison est reconstruite. La vie continue. C'est être cela qui fait que Vanuatu figure toujours parmi les pays les plus heureux du monde. Alors comment seront les femmes qui grandissent dans le pays le plus heureux? Numéro 3. Le secret derrière les tatouages des femmes de Vanuatu. Dans certains villages, les femmes continuent de vivre selon des règles que la plupart du monde a abandonnées depuis longtemps. Sur certaines îles, éloignées à l'âge adulte, de nombreuses jeunes filles doivent subir un rituel de tatouage avec des dents de requin. Sans machine à tatouer moderne ni anesthésie, les dents de requin sont utilisées pour tracer chaque ligne sur la peau. Les motifs imitant la mâchoire du requin ne sont pas seulement décoratifs, mais sont également considérés comme un symbole de force de protection de l'océan et de lien avec les ancêtres. Ainsi, de nombreuses femmes portent ces tatouages toute leur vie comme une partie intégrante de leur identité. Pour se marier à Vanuatu, l'amour seul ne suffit pas. La famille du marié doit également préparer une dot à offrir à la famille de la mariée, où les sangliers avec des dents courbées, naturellement sont considérés comme le cadeau le plus précieux, en plus de nattes tissées à la main et de divers aliments minces. Pour les habitants locaux, il ne s'agit pas de acheter une mariée, mais d'exprimer leur gratitude pour les efforts de la famille de la mariée et de montrer du respect envers la femme avant qu'elle n'intègre une nouvelle famille. Dans certaines régions rurales isolées des îles comme Tanna ou Santo, la polygamie existe encore. Il est intéressant de noter que de nombreuses épouses ne se considèrent pas comme des rivales. Dans des conditions de vie encore difficiles, elles travaillent ensemble dans les champs, s'occupent des enfants, cuisinent et partagent les tâches quotidiennes. Pour de nombreuses communautés ici, ce modèle est davantage né de la nécessité de maintenir la force de travail et d'assurer la survie de la famille, plutôt que pour des raisons romantiques, comme on pourrait le penser. Les vêtements des femmes reflètent également la manière dont les Vanuatais préservent leurs traditions. Dans la tribu Yakel, sur l'île de Tanna, de nombreuses femmes ne portent que des jupes tissées à partir d'écorces sèches et rejettent presque complètement le mode de vie moderne. Dans certains villages traditionnels, comme Isaka, le chef du village impose même que les femmes ne portent pas de pantalons, mais des jupes, lorsqu'elles se présentent devant la communauté. Selon les croyances locales, cette règle aide à maintenir le respect dans les interactions et contribue à limiter les comportements jugés inappropriés au sein de la communauté. Non seulement les vêtements, mais même la façon de communiquer était soumise à des règles très strictes. Selon les coutumes traditionnelles dans certaines régions, les femmes ne doivent pas regarder les hommes dans les yeux lorsqu'elles leur parlent, mais détourner le regard pour montrer leur respect. Bien que ces règles aient progressivement évolué dans de nombreux endroits, elles montrent que Vanuatu est l'un des rares pays où l'empreinte des anciennes coutumes reste encore très présente dans la vie quotidienne d'une partie de la population. Numéro 4. Vivre entre les tremblements de terre, les volcans et les tempêtes. Oseriez-vous vivre dans un endroit où votre maison peut trembler des centaines de fois par an, avec au loin un volcan encore actif, et où la mer s'approche lentement de votre domicile? C'est le prix à payer pour être né dans l'une des zones géologiques les plus instables de la planète. Vanuatu se trouve juste sur la ceinture de feu du Pacifique, où les plaques tectoniques se déplacent continuellement sous des dizaines d'îles. Les tremblements de terre ne sont donc pas une histoire lointaine
qui n'apparaît que dans les bulletins d'information. Chaque année, la région autour de Vanuatu enregistre de nombreux séismes de différentes intensités. Un tremblement peut survenir alors que vous dormez, que vous préparez le dîner ou que les enfants sont à l'école. Les maisons doivent faire face régulièrement aux secousses et après des tremblements de terre puissants, ceux qui vivent près de la côte doivent également penser à un autre danger, le tsunami. Sur l'île de Tanna se trouve le mont Yassur, l'un des volcans actifs les plus célèbres au monde. Depuis de nombreuses générations, les habitants de la région vivent sous un ciel rouge avec des colonnes de cendres et des grondements provenant du cratère du volcan. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que Yassur est devenu une attraction touristique. Les gens peuvent s'approcher du cratère et observer les éruptions à une distance relativement proche lorsque les conditions de sécurité le permettent. En étant là, vous ne voyez pas seulement la lueur rouge en dessous, mais vous pouvez également entendre les grands grondements résonner dans la nuit. Si la Terre représente une menace, l'océan et le ciel le sont tout autant. En mars 2015, le cyclone tropical Pam a frappé Vanuatu avec des vents extrêmement puissants. Sur de nombreuses îles, des maisons ont été détruites, des cultures ravagées et l'approvisionnement en eau potable affecté. En une nuit, une famille peut se réveiller et réaliser que son toit a disparu, que le jardin fournissant de la nourriture est endommagé et que les biens accumulés pendant des années doivent être reconstruits presque à partir de zéro. Les tremblements de terre arrivent très vite. Les tempêtes aussi, tout comme la montée des eaux. Avec un pays insulaire, composé de nombreuses communautés vivant près de la côte, un petit changement du niveau de la mer peut affecter les maisons, les routes, les sources d'eau douce et les terres agricoles. L'eau salée peut pénétrer dans des zones auparavant cultivées, tandis que l'érosion peut faire reculer la côte où une famille a vécu pendant des générations. Comment construire un avenir sur une terre que la nature modifie continuellement sous vos pieds? Numéro 5. L'expérience du bar le plus silencieux du monde. Alors que de nombreux endroits dans le monde commencent à jouer de la musique et à lever des verres de bière ou de cocktails pour se divertir sur cette île-nation, des groupes de personnes pénètrent silencieusement dans des maisons, embrassent, bois obscurs, s'asseyent en cercle, dans le silence, et boivent une boisson qui rend la langue engourdie après seulement quelques gorgées. Cette boisson s'appelle le kava. Elle est préparée à partir des racines de la plante kava, râpée, puis mélangée avec de l'eau et filtrée à la main avant d'être servie. Dès la première gorgée, vous ressentirez clairement votre langue et vos lèvres commencer à s'engourdir. Quelques minutes plus tard, votre corps se détend progressivement, une sensation de relaxation commence à se faire sentir, mais vous restez totalement alerte, contrairement à l'ivresse provoquée par l'alcool. C'est pourquoi, après le travail, de nombreux habitants de Vanuatu ne se retrouvent pas dans des bars à bière, mais se dirigent vers des nakamal, des établissements traditionnels de kava à la lumière tamisée presque sans musique. Là, les gens s'assoient ensemble pendant des heures parfois sans échanger un mot. Pour les Vanuatus, le calme est ce qui permet au kava de révéler pleinement ses effets, transformant les heures qui suivent une longue journée en un moment de détente qu'ils chérissent le plus. Si le kava est l'âme de la soirée, le laplap est l'âme de chaque repas. Ce n'est pas un plat que l'on peut préparer en quelques minutes. Les habitants râpent des ignames ou des taros, les mélangent avec du lait de coco parfois, en ajoutant de la viande ou du poisson, puis les enveloppent soigneusement dans des feuilles de bananier, avant de les placer dans un trou dans le sol, contenant des pierres chauffées depuis plusieurs heures. Lorsque la terre est recouverte, la chaleur des pierres cuit lentement tous les ingrédients. Quelques heures plus tard, les feuilles de bananier sont ouvertes, révélant une pâte moelleuse et collante parfumée à la fumée et au lait de coco. Tout comme les Italiens évoquent la pizza ou les Japonais se vantent des sushis, les Vanuatus considèrent le laplap comme un plat emblématique de leur identité nationale, car tous les ingrédients et la méthode de préparation proviennent de la nature de leur île. Ce qui est intéressant, c'est que ce respect de la nature ne crée pas seulement des plats traditionnels, mais a également permis à Vanuatu de se doter d'une spécialité célèbre qui dépasse les frontières de cette île-nation-là. Viande des bœufs des Santo. Sur l'île d'Espiritu Santo, des troupeaux de bovins paissent librement dans de vastes prairies toute l'année, se nourrissant d'herbes naturelles et sans presque aucun stimulant de croissance. Grâce à ces conditions, la viande ici est réputée pour sa tendreté, sa douceur et son marbrage, suffisamment de qualité pour figurer sur les menus de nombreux restaurants haut de gamme. Fait surprenant, même l'Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays réputés pour leur élevage bovin, importent de la viande de bœuf de Santo pour servir le segment haut de gamme.
Pour une île-nation, comptant seulement quelques centaines de milliers d'habitants, c'est un accomplissement que peu de gens auraient imaginé. Mais peut-être que ce qui est le plus incroyable reste à venir. Car ce sont également les Vanuatus, ces personnes capables de transformer une racine en une boisson emblématique de toute une culture, qui ont réussi à transformer un premier contact avec le monde moderne en un système de croyances étranges, laissant le monde entier émerveillé pendant des décennies. Numéro 6. Croyances spirituelles étranges. Si un jour vous mettez les pieds à Vanuatu et que vous voyez un village en train de construire une piste d'atterrissage au milieu de la forêt, fabriquant des avions en bambou et attendant que des marchandises tombent du ciel, ne pensez pas tout de suite qu'il s'agit d'un spectacle. Pour les touristes, pour certaines communautés de l'île, ces faux avions étaient autrefois le symbole d'une croyance très réelle. Il suffisait de reproduire exactement ce que les Américains avaient fait pour que la richesse revienne. Tout a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'armée américaine est arrivée sur ces îles éloignées de Vanuatu. Pour les habitants autochtones, à l'époque, le spectacle qui s'offrait à eux dépassait tout ce qu'ils avaient jamais connu. Des avions gigantesques atterrissaient sans cesse, apportant des conserves, des médicaments, des vêtements, des machines, et toutes sortes d'objets que beaucoup n'avaient jamais vus auparavant. De cette collision culturelle est né ce que l'on appelle souvent le cargo culte, ou les cultes de la marchandise. Ce qui est intéressant, c'est que cette croyance ne se limite pas à des récits. Lorsque la guerre s'est terminée, que les troupes se sont retirées et que les vols de fret ont disparu, certaines communautés ont commencé à recréer les images qu'elles avaient témoins. Elles ont construit des pistes d'atterrissage, fabriqué des avions en bambou, créé des casques en bois et imité la scène des soldats observant les avions. La logique derrière cela est très simple. Auparavant, les Américains faisaient ces choses et les marchandises apparaissaient. Donc, si nous faisons exactement la même chose, peut-être que les avions reviendront aussi. Et l'histoire à Vanuatu va encore plus loin. Sur l'île de Tanna, un mouvement particulier s'est développé autour du défunt prince Philippe d'Angleterre. Certains membres de la communauté Yaonanen croient qu'il a un lien sacré avec une figure de la tradition locale. Pendant de nombreuses années, des photos du prince Philippe ont été soigneusement conservées et ces échanges de cadeaux avec la communauté ont rendu l'histoire célèbre dans le monde entier. Ce qui est remarquable ici, ce n'est pas seulement qu'une figure royale britannique soit devenue le centre d'une croyance sur une île située à plus de 10 000 miles de Londres. Cela montre qu'une société isolée peut interpréter le pouvoir, la technologie et la richesse du monde extérieur d'une manière complètement différente de la nôtre. Pour un touriste, un avion en bambou peut sembler être une curiosité à photographier, mais pour ceux qui ont été témoins de l'apparition presque nocturne de caisses de nourriture, de médicaments et de machines, cela représentait une question très concrète. Pourquoi ces gens ont-ils tant de choses, alors que nous n'en avons pas? Et comment faire pour que ces choses reviennent? C'est peut-être pour cela que le cargo culte n'est pas simplement une histoire de croyances étranges. C'est le résultat d'un moment où deux mondes, avec des niveaux de technologie et des structures sociales complètement différents, se heurtent brusquement. Mais ce qui rend Vanuatu encore plus fascinant, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Alors que certaines communautés ont tenté de reproduire les avions et la technologie occidentale pour rechercher la prospérité, il existe encore sur ces mêmes îles des groupes de personnes qui choisissent de vivre presque sans la plupart des commodités que le monde moderne considère comme indispensables. Numéro 7. Les tribus à contre-courant de la civilisation. À Vanuatu, la préservation de l'identité ne se manifeste pas seulement à travers le mode de vie, mais commence dès les vêtements. Dans les hauts plateaux du nord de l'île Malekula, deux tribus portent des noms qui font sourire de nombreux visiteurs, Big Nambas et Small Nambas. À première vue, beaucoup pensent que ces noms se réfèrent à la taille ou à la stature. Mais en réalité, ils proviennent de l'élément Namba, un objet utilisé pour couvrir la partie inférieure du corps des hommes. Les hommes de Small Nambas n'utilisent que de simples bandes de fibres végétales, tandis que ceux de Big Nambas enroulent autour de leur taille des touffes de feuilles de pandanus teintées en violet, tressées de manière épaisse, grande au point de devenir presque un symbole d'identification pour toute la tribu. Pour eux, ce n'est pas simplement un vêtement. La taille et la manière de confectionner le namba reflètent également le statut, l'honneur et le rôle d'un homme au sein de la communauté. Cependant, si les Big Nambas surprennent les visiteurs par leur tenue, la tribu Yakel, sur l'île de Tanna, choque le monde entier par son choix de mode de vie.
Alors que la majorité de l'humanité consacre sa vie à gagner plus d'argent, à posséder plus de technologie et à établir davantage de connexions, les Yakel choisissent volontairement de renoncer presque à tout cela. En entrant dans leur village, vous n'entendrez pas de sonnerie de téléphone. Vous ne verrez ni poteaux électriques, ni supérettes. Devant vous se dressent uniquement des huttes en feuilles de petits jardins, la fumée des cuisines s'élevant chaque soir, et des chemins de terre où les habitants marchent pieds nus depuis leur enfance. Ils chassent, cultivent, récoltent et vivent de ce que l'île leur offre. Pour les Yakel, la richesse ne se mesure pas à l'argent sur un compte bancaire, mais à la capacité de subvenir à ses propres besoins et à la connexion avec leurs ancêtres et la terre où ils sont nés. Être que la preuve la plus évidente de cela s'est produite en 2010 à 7. Lorsque le film Tana a été nominé aux Oscars, certains membres de la tribu Yakel ont quitté pour la première fois leur petite île pour mettre les pieds à Hollywood. Ils portaient des costumes élégants, marchaient sur le tapis rouge, se tenaient parmi des stars du cinéma célèbre et devant des centaines de photographes venus du monde entier. Mais ce qui a surpris beaucoup de gens, ce n'est pas le moment où ils sont apparus aux Oscars, mais ce qui s'est passé ensuite. Dès que le voyage s'est terminé, ils ont retiré leurs vêtements de luxe, se sont éloignés des lumières de la scène et sont retournés dans leur village au milieu de la forêt comme si rien n'avait changé. Personne n'est resté pour poursuivre la célébrité. Personne ne voulait échanger sa vie d'avant contre le glamour du monde moderne. Pour eux, quelques jours à Hollywood n'étaient qu'un voyage, tandis que leur patrie est l'endroit où il vaut la peine de s'attacher pour toute une vie. Ce choix a créé quelque chose de très rare dans le monde d'aujourd'hui. Alors que la majorité de la société est entraînée dans le tourbillon de la technologie de la consommation et du matérialisme, les Yakel conservent une autonomie spirituelle et un système de valeurs presque inchangé à travers de nombreuses générations. Ils ne nient pas l'existence du monde moderne, mais ne laissent pas non plus celui-ci décider de leur mode de vie. Pour eux, savoir qui ils sont et d'où ils viennent est plus précieux que n'importe quel bien matériel. Et lorsqu'une communauté peut maintenir ce mode de vie pendant des centaines d'années, elle préserve également des rites de passage que la majorité du monde a perdus depuis longtemps. Numéro 8. Le rituel de l'épreuve de courage. Oseriez-vous vous lancer dans un plongeon depuis le sommet d'un immeuble de 10 étages, avec pour seule protection 2 lianes enroulées autour de vos chevilles et un atterrissage sur un sol dur, juste en dessous? Ce rituel audacieux est le land diving sur l'île de Pentecôte, ancêtre du saut à l'élastique moderne. Ici, des hommes construisent eux-mêmes des tours en bois instables de plus de 30 mètres de haut à partir de troncs d'arbres et de lianes. Aucune sécurité, coussin d'air ou équipement moderne n'est utilisé. Leur sécurité dépend presque entièrement de la longueur des lianes, calculée au centimètre près, de sorte que lorsque le plongeur tombe à grande vitesse, son épaule ou sa tête doit frôler délicatement le sol meuble en dessous. Ce rituel n'est pas simplement un jeu d'aventure, mais un rite de passage obligatoire pour établir son statut au sein de la communauté. Si un jeune homme souhaite gagner le respect absolu de la tribu et prouver qu'il est un véritable homme, il doit monter sur la tour en bois et se jeter dans le vide. Cependant, l'objectif du saut revêt également une dimension spirituelle. Les habitants croient que plus la tête du plongeur touche le sol, plus la terre mère est fécondée, ce qui apportera une récolte abondante de patates douces pour toute la tribu. C'est précisément cet objectif de toucher le sol qui fait de chaque saut un calcul physique d'une précision extrême. Si la liane est trop longue, le plongeur risque de subir des blessures graves en heurtant le sol. Si elle est trop courte, la force de l'arrêt brutal en plein vol peut également causer des blessures sérieuses. À titre de comparaison, alors que les touristes internationaux sont prêts à débourser entre 150 et 200 $ pour un saut à l'élastique, avec des câbles élastiques et un harnais à 5 points. Les hommes de Vanuatu réalisent cela dans des conditions presque dépourvues d'équipements de sécurité modernes, simplement pour obtenir la reconnaissance de la tribu et quelques patates douces. Ce rituel a engendré une hiérarchie sociale fondée sur le courage et la chance. Ceux qui réussissent le saut tête au sol deviennent des héros de la tribu, tandis que la moindre erreur dans le choix et le nouage des lianes peut avoir des conséquences graves en quelques secondes. Mais ces sauts audacieux depuis les tours en bois ne sont qu'une des nombreuses choses qui distinguent les tribus de Vanuatu du reste de l'humanité. Car même leur manière de communiquer entre eux fonctionne selon des règles que les étrangers peinent à comprendre. Numéro 9. Le labyrinthe des langues et les conversations par les sourcils.
Imaginez que vous vivez dans une communauté où en traversant une colline, vos voisins parlent une langue complètement différente, et le seul moyen de se comprendre sans ouvrir la bouche est un simple haussement de sourcils. En regardant la carte du Pacifique, Vanuatu apparaît comme une chaîne de 83 îles volcaniques dispersées, mais en réalité seules 65 de ces îles sont habitées. La séparation par d'anciennes coulées de lave et l'immensité de l'océan ont transformé chaque île en un monde totalement isolé. En conséquence, bien que la population totale ne dépasse pas 300 000 personnes, soit une fraction infime des quartiers centraux de New York ou de Londres, les habitants de Vanuatu parlent jusqu'à 130 langues autochtones différentes. Ce chiffre établit un record de densité linguistique par habitant. Pour mettre cela en perspective, alors que le monde entier tend vers une homogénéisation linguistique, à Vanuatu, en moyenne plus de 2000 personnes détiennent un système de vocabulaire et de grammaire distinct. Cette diversité découle de milliers d'années d'isolement entre les tribus ou le terrain volcanique difficile à empêcher toute interconnexion linguistique. Cela crée une réalité où une personne peut mourir de vieillesse sans jamais comprendre pleinement ce que disent les habitants de l'île voisine. Pour maintenir une connexion au sein de ce labyrinthe linguistique, les habitants ont dû recourir au bislama, une langue commune étrange, mêlant l'anglais et le français, fruit rare d'une période coloniale particulière, où les Britanniques et les Français ont conjointement gouverné cette terre. Le bislama joue le rôle d'un décodage universel, permettant aux personnes de différentes tribus de commercer et de coexister sans avoir à maîtriser les 130 langues autochtones. Vous constaterez que les conversations dans les rues de Port Vila sont un mélange sonore hétéroclite où les mots anglais sont transformés pour s'adapter à la pensée des insulaires. Minimisant l'utilisation des mots, les Vanuatus ont également développé une convention de communication faciale fascinante. Au lieu de dire « bonjour » ou « je suis d'accord », ils se contentent de hausser rapidement les sourcils pour s'exprimer. Ce geste est un langage corporel qu'il est essentiel de connaître si vous souhaitez vous intégrer. Dans un espace silencieux, les conversations peuvent parfois se dérouler uniquement par des mouvements faciaux rapides suffisants pour confirmer tout accord sans avoir à prononcer un mot. Et quand un pays de seulement 300 000 habitants possède 130 langues différentes, il n'est pas surprenant que le fonctionnement de cette société soit très éloigné de ce à quoi nous sommes habitués. Numéro 10. Le seul pays au monde avec un bureau de poste sous la mer. Si quelqu'un vous disait qu'avant d'envoyer une lettre, vous deviez enfiler un équipement de plongée et plonger au fond de la mer, vous penseriez probablement que c'est une blague. Mais à Vanuatu, c'est une réalité tout à fait véridique. Juste au large de l'île Hideaway, à quelques mètres sous la surface de l'eau, se trouve le seul bureau de poste sous-marin au monde qui fonctionne réellement. Pour envoyer une lettre, les visiteurs doivent revêtir une combinaison de plongée, emporter des cartes postales étanches, écrites avec une encre spéciale, puis nager jusqu'au fond de la mer, pour les déposer eux-mêmes dans la boîte aux lettres. Quelques jours plus tard, ces cartes postales sont envoyées comme n'importe quelle lettre sur le continent. Rien que le voyage pour envoyer une lettre devient une expérience que très peu d'endroits dans le monde peuvent offrir. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les habitants de Vanuatu, ce bureau de poste n'a jamais été qu'un point de passage pour les touristes. C'est comme une introduction à la culture locale. Au lieu de rivaliser avec des gratte-ciel ou des constructions gigantesques, ils choisissent de faire de l'océan une partie intégrante de leur vie quotidienne. Le bureau de poste sous-marin devient ainsi un symbole de créativité, d'adaptabilité et de fierté pour cette petite nation insulaire au milieu du Pacifique. D'une certaine manière, cette œuvre particulière envoie un message très clair. Même en vivant isolés au milieu de l'océan, les Vanuatais savent toujours comment faire en sorte que le monde se souvienne d'eux grâce à des idées uniques. Si vous pensez que la plus belle beauté de Vanuatu se trouve au large de ses côtes, vous pourriez être surpris d'apprendre que les paysages les plus spectaculaires se cachent au cœur de la jungle. Sur l'île Espiritu Santo, la plus grande île de Vanuatu, se trouvent des lacs d'eau douce naturelle, que les habitants appellent les Blue Holes ou Holes bleus. Dès le premier instant où on les voit, beaucoup de gens ont du mal à croire leurs yeux. L'eau turquoise est si claire que chaque branche immergée, chaque pierre ou tronc d'arbre apparaît distinctement comme si elle flottait dans les airs. La couleur bleue presque luminescent n'est pas due à un effet de lumière ou à une technologie de traitement, mais à des sources d'eau souterraines d'une pureté extrême.
Après avoir traversé des couches de calcaire sous terre pendant de nombreuses années, l'eau remonte à la surface du lac, avec une clarté rare, créant une teinte profonde et éclatante, semblable à celle d'un énorme bijou au milieu de la forêt tropicale. Entouré de grands arbres de lianes et d'une forêt vierge presque complètement isolée du monde extérieur, les Blue Holes offrent un refuge paisible. Il n'y a pas de bruit de circulation, pas de complexe touristique bondé, juste le bruit de l'eau qui coule et le chant des oiseaux résonnant dans la forêt. De nombreux visiteurs, après avoir nagé dans ces eaux fraîches, disent qu'ils ont l'impression d'être entrés dans un autre monde, où le temps semble ralentir et tous les sons de la vie quotidienne disparaissent. C'est pourquoi beaucoup appellent les Blue Holes les sanctuaires de jade de Vanuatu, des lieux qui restent gravés dans leur mémoire, non pas en raison de leur célébrité, mais pour la paix difficile à trouver ailleurs dans le monde. Numéro 11. L'écosystème à l'envers. Que pensez-vous d'une mère qui, après avoir donné naissance, disparaît sans laisser de traces, laissant son enfant se frayer un chemin à travers un tas de sable brûlant pour commencer sa vie sans aucun soin? À Vanuatu, l'oiseau mégapode a transformé les volcans menaçants en véritables incubateurs automatiques. Plutôt que de dépenser de l'énergie à utiliser la chaleur de son corps, la mère se contente de creuser un trou et d'enterrer ses œufs profondément dans le sable chaud, émis par la géothermie volcanique. Lorsque les poussins éclosent, ils ont déjà des plumes et commencent immédiatement à creuser pour émerger à la surface. Ces petits guerriers entament leur vie en totale autonomie, sans aucune protection ni nourriture de la part de leur mère. C'est le résultat d'un processus évolutif qui s'est adapté à un environnement entouré de lave. La domination des forêts denses de Vanuatu est également attribuée à un autre prédateur redoutable, le varan du Pacifique. Avec une longueur pouvant atteindre près de 2 mètres, ce reptile est la terreur des créatures plus petites grâce à sa vitesse et à son agilité remarquable. Il transforme l'écosystème de la forêt ancienne en un champ de bataille impitoyable, où la force et la patience de ces géants sont toujours victorieuses. En quittant la terre ferme et en plongeant dans l'océan, vous découvrirez un cimetière militaire d'une valeur de millions de dollars, en train d'être englouti par la nature. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a jeté des tonnes d'équipements tels que des camions, des bulldozers et des moteurs directement dans la mer pour éviter les coûts de transport vers le pays. En conséquence, au fil du temps, les récifs coralliens éclatants ont enveloppé ces morceaux de ferraille rouillés, créant un musée sous-marin unique en son genre. C'est une étrange fusion entre la technologie de guerre et la beauté naturelle, où les poissons choisissent d'installer leur village dans d'anciennes cabines de camions. En vous rendant à la plage Champagne sur l'île Espiritu Santo, vous serez témoin d'un phénomène géologique qui fera frémir votre peau. Chaque fois que la marée descend, l'eau de mer ici bouillonne, créant une sensation comme si vous vous baigniez dans un immense verre de vin. Cela est dû aux activités volcaniques sous-marines qui libèrent en continu des gaz, provoquant l'ébullition de petites bulles à la surface. Ce n'est pas une scène de film mais une réalité qui émerveille quiconque face à la générosité de la mère nature envers cette nation insulaire. Cependant, derrière ces plages paradisiaques, ces magnifiques récifs coralliens et ces phénomènes naturels fascinants, se cache une réalité difficile à laquelle chaque habitant de Vanuatu doit faire face chaque jour. Numéro 12. Ce que vous devez savoir avant de vous rendre à Vanuatu. Si vous pensez qu'une petite île comme Vanuatu sera très bon marché, vous pourriez être choqué en entrant dans un supermarché. La plupart des aliments emballés, des carburants et des produits de première nécessité doivent être importés d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Ce qui fait que les prix sont parfois plus élevés que dans certains endroits en Europe. La monnaie locale est le Vatu. Dans la capitale Port Vila, vous pouvez facilement trouver des distributeurs automatiques à l'aéroport et dans le centre-ville. Cependant, lorsque vous vous rendez sur des îles éloignées ou dans des villages traditionnels, l'argent liquide est presque indispensable car de nombreux endroits n'acceptent pas les cartes. Pour économiser sur les transports, cherchez les vents avec un B rouge sur la plaque d'immatriculation. Ce sont des bus publics qui fonctionnent presque comme des taxis collectifs. Vous montez à bord, indiquez votre destination, et le chauffeur s'arrangera pour ramener chaque passager le plus près possible de chez lui. Un trajet coûte généralement environ 150 Vatu, soit un peu plus de 30 000 dong vietnamiens. En revanche, un taxi privé peut coûter entre 3 500 et 5 000 Vatu. Cependant, si votre hôtel est trop éloigné du centre ou sur une route difficile, le chauffeur peut refuser. Trouver une adresse peut également être un peu particulier,
car les habitants de Port-Vila utilisent rarement des numéros de maison ou des noms de rue. On peut vous indiquer le chemin en se référant à un grand arbre, une maison de couleur vive ou un magasin familier à proximité. Le téléphone ne vous sauvera pas toujours. Internet à Vanuatu est assez lent et devient encore plus faible en s'éloignant de la ville. Certaines auberges sur des îles éloignées n'activent le Wi-Fi qu'à des heures spécifiques et certaines n'ont même pas de connexion. Le dimanche est encore plus particulier. C'est un jour de repos et de prière pour de nombreux habitants, donc de nombreux magasins, marchés et services de location de voitures peuvent être fermés. Si vous ne voulez pas découvrir le lendemain matin que vous êtes à court d'eau ou que vous ne pouvez pas louer de voiture, préparez-vous la veille. Lorsque vous entrez dans des villages traditionnels, vous devez également faire attention aux coutumes locales. Dans certains endroits comme le village d'Isaka sur l'île de Talna, les femmes sont tenues de porter des jupes ou des robes modestes au lieu de pantalons longs ou de shorts. Si vous voyez un panneau tabou, ne vous aventurez pas à l'intérieur. C'est un signe que la zone est interdite ou soumise à des règles spéciales selon les lois coutumières. Une violation peut entraîner des compensations selon les coutumes locales. La manière de communiquer des Vanuatais est également très intéressante. Si vous posez une question et qu'il hausse simplement les sourcils sans dire un mot, il est très probable qu'ils répondent oui ou expriment leur accord. Une autre expérience à ne pas manquer est le kava, une boisson traditionnelle à base de racines. Elle procure souvent une sensation d'engourdissement de la bouche et de relaxation. Boire du kava a une grande signification sociale. Donc si vous êtes invité, sachez que ce n'est pas seulement une invitation à boire, mais aussi une façon de montrer de l'amitié et de créer des liens. Enfin, la nature. Vanuatu se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, donc les petites secousses ne sont pas rares. Sur l'île de Tanna, les visiteurs peuvent s'approcher du volcan Yazur en activité. Dans cette zone, il n'y a pas toujours de barrière solide, donc vous devez absolument suivre les instructions de votre guide. Ainsi, Vanuatu n'est pas le genre de destination où vous pouvez simplement acheter un billet et prendre votre valise. Vous devez savoir apporter suffisamment d'argent liquide, choisir le bon moyen de transport, vous préparer à l'avance pour le dimanche, comprendre quelques règles locales et accepter que parfois Internet, les cartes bancaires ne vous aideront pas. Vanuatu montre que parfois, ce qui rend un pays mémorable n'est pas sa richesse ou sa renommée, mais la manière dont les gens y créent une vie unique. Si vous aimez ce genre d'aventure, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne Terre d'Origine et d'activer la cloche de notification pour nous accompagner dans nos prochains voyages. À bientôt dans la prochaine vidéo.